Bienvenue dans ce nouveau numéro de WYP avec deux invités exceptionnels. Lionel Massetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin. Et Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, vous êtes au CEA de Saclay. Alors, pourquoi tous les deux? Parce qu'on va parler du festival, non pas du festival, des rencontres InCité qui auront lieu du 18 au 26 mars prochain. Alors, peut-être la première question à vous, qu'est-ce que c'est que cette rencontre InCité? Je veux dire festival à tout prix, non. Non, ça va être des rencontres. Écoutez, la genèse est assez simple. C'est un premier constat que les artistes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux questions scientifiques, à prendre les questions scientifiques comme des points de départ ou comme la thématique de leur travail. Il y a, me semble-t-il, en tout cas c'est sensible, une curiosité de plus en plus importante des publics, des citoyens, oui, des publics pour ces questions-là, comme s'il y avait un besoin de plus en plus pressant de comprendre la complexité de notre monde, en tout cas ce qu'on nous vend comme une complexité du monde, est-il aussi complexe que ça? Et puis il y a la situation géographique du théâtre qui se trouve à 2 pas du plateau de Saclay. Oui, c'est ça, je disais Saint-Quentin à Saclay, il y a le lien entre 2 territoires. Voilà, on franchit allègrement la barrière départementale. Oui. Un théâtre, on ne peut pas ignorer son environnement. Donc le projet d'un théâtre s'inscrit aussi dans un environnement et il est clair que la présence du plateau de Saclay est importante parce que c'est 15 ou 20% de la recherche publique et de la recherche privée en France. Donc comment est-ce que toute cette pensée qui existe sur ce territoire peut se relier avec le théâtre? Est-ce qu'il y a un lien entre le geste artistique et la pensée, la recherche scientifique. Et la recherche scientifique et la pensée scientifique? C'est un peu toutes les données de l'équation. Et à partir de ces données, nous avons construit ces premières rencontres. Alors, on va parler du thème qui sera le thème général, qui est le temps. Mais un mot à Roland Lehoucq, vous êtes un chercheur. Alors, c'est vrai que vous avez collaboré à des revues grand public, mais c'est très important pour quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est un chercheur, qui est dans son laboratoire, qu'on suppose occupé par des problèmes très très importants, d'aller communiquer ce qu'on sait ou ce qu'on peut communiquer au grand public? Bien sûr, c'est très important. Ça fait partie des missions du CEA, d'abord du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et ensuite, même en tant que chercheur, je pense que ça fait partie des missions des chercheurs, même si tout le monde n'a pas envie, tous les chercheurs n'ont pas envie, n'ont pas forcément le talent, le temps aussi de faire ces communications scientifiques, ces diffusions des connaissances scientifiques. À mon sens, ça fait partie des missions que moi j'attribue à un chercheur. Et donc, quand Lionel Massetta est venu me voir pour qu'on discute un peu du thème de ces rencontres, et que le thème était le temps, évidemment, un sujet fétiche important en physique, eh bien j'ai tout de suite été d'accord pour trouver un autre moyen, dans un autre cadre, finalement, le cadre d'un théâtre, de parler de physique et de parler de physique du temps. En vous rendant évidemment accessible au grand public. Ah, bien sûr, il faut que ça soit accessible. Sinon, si c'est pour être, abscon et incompréhensible, c'est très facile à faire et ça n'a aucun intérêt, évidemment. Et vous pouvez rester dans votre laboratoire. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez des gens qui vous comprendront. On fait ça très bien entre nous. Donc le thème le temps, vous citez une phrase qui est assez connue de Saint-Augustin qui dit quand on me demande, si on me demande pas ce qu'est le temps, je sais. Si on me le demande, je suis incapable de répondre. Pourquoi ce thème du temps? Parce que c'est vous qui l'avez décidé? C'était oui, mais pas tel qu'il est formulé. Je ne l'ai pas décidé au départ tel qu'il est formulé dans ces rencontres. J'avais une approche de la question du temps. Alors, d'abord, pourquoi le thème du temps? Parce que je pense que c'est là que s'inscrit, c'est le croisement de tout. C'est le croisement de tout, et puis c'est là que s'inscrivent aussi nos vies. Et c'est une notion de laquelle j'avais une approche, on va dire, sociologique, en quelque sorte. Après une lecture d'un essai de Hartmut Rosa, il parlait d'une sorte d'accélération du temps. Je me suis reconnu dans cette sorte d'accélération du temps. J'ai donc construit tout un schéma de ce que pourraient être ces premières rencontres. Et je suis allé rencontrer Étienne Klein, qui est physicien, philosophe, qui est un collègue et physicien, qui sera présent également lors de ces rencontres, et qui est un collègue de Roland. Et je lui ai présenté mon projet. Il m'a dit: votre projet est très très bien, mais alors des projets comme ça, il y en a 50. Si vous voulez parler du temps, vous avez le CEA qui est à côté, vous avez Saclay qui est à côté. Il faut l'aborder du point de vue de la science physique. Et là, me voilà grosjean de la sociologie et de la philosophie. Voilà, sachant qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Mais il y a une porte d'entrée qui lui semblait en tout cas plus intéressante, qui était la science physique, et qui est ensuite à étendre cette thématique à d'autres disciplines scientifiques. Donc me voilà grosjean comme devant, puisque aborder la question du temps par la science physique, ça veut dire parler de la relativité. Et là, je suis très très embêté. Et Étienne Klein me dit: n'ayez aucun souci. Il y a quelqu'un. Voilà.
il y a quelqu'un qui est là et qui va vous sortir de cette panade. C'est Roland Lehoucq, que j'ai contacté dans la foulée, qui m'a répondu très rapidement et qui nous a guidés. Qui a été le guide et qui sera le guide de ces rencontres. Je pense que sans lui, ces rencontres n'existeraient pas, parce qu'il nous a aidé à cerner cette thématique fort complexe et fort abstraite, pour la rendre beaucoup plus concrète et puis pour l'aborder de façon assez originale. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va en parler tout de suite. Voilà. Je cite quelques noms. Donc il y a Étienne Klein dont vous parliez, il y a Alexei Greenbaum, Denis Savoie, beaucoup d'autres scientifiques qui sont la plupart du CEA. Hein. La plupart, mais pas tous. Il y a Denis Savoie, par exemple, lui, il est directeur scientifique au Palais de la Découverte et il est historien des sciences. Guillaume Lecointre, lui, est biologiste. Et puis Francis Eustache, il travaille dans les sciences cognitives sur la mémoire. Donc effectivement, la porte d'entrée que suggérait Étienne Klein était tout à fait évidemment pertinente. On ne peut pas dire des choses sur le temps sans se mettre au courant un minimum de ce que la physique en dit. Parce que la vision du temps que les physiciens ont bâti a beaucoup évolué, et surtout c'est très récemment encore, et c'est surtout très éloigné de la perception commune que nous avons du temps. Et donc si on fait de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire des sciences ou Dieu sait quoi, on ne peut pas ignorer ce que les physiciens disent sur le temps. En même temps, il y a aussi le temps perçu, disons le temps subjectif, on pourrait dire, qui lui aussi a été extrêmement étudié par les sciences cognitives, et notamment par les gens qui travaillent sur le cerveau et la mémoire. Et d'où la présence de Francis Eustache, qui travaille à l'INSERM et qui est un grand spécialiste de la mémoire, et qui montre à quel point il y a un lien très fort entre notre capacité à se projeter dans le futur et la mémoire que nous avons du passé. Et que perdre la mémoire du passé au sens physique, c'est pas oublier, ce n'est pas un oubli, simplement c'est une malformation, une déformation, un endommagement de la mémoire du cerveau. Une amnésie a des conséquences très fortes sur votre perception du temps et sur votre capacité à vous projeter dans le futur. Alors Denis Savoie, comme historien des sciences, nous expliquera par exemple comment on a fait pour mesurer le temps au fil des âges. Et ces mesures du temps ont eu des conséquences évidemment sociales très directes, parce qu'une des premières mesures du temps, ça ne serait-ce que pour l'agriculture, être capable de se repérer dans le temps repérer les saisons, etc. Pour les religions, pour les impôts, c'est important de savoir les dates précises où les impôts doivent rentrer. Donc ces mesures du temps étaient extrêmement importantes pour régler la vie sociale, et en même temps l'amélioration des mesures du temps ont permis de comprendre des nouveaux phénomènes physiques qui étaient auparavant imperceptibles, faute d'avoir les instruments de mesure temporelle appropriés. Alors on y reviendra peut-être. Un mot quand même sur ce qui va se passer pendant ces rencontres, que ce soit des rencontres avec les scientifiques naturellement, et puis aussi un côté spectacle. Oui, une dizaine de rendez-vous avec des scientifiques, là on a voulu, et ça c'est aussi grâce à Roland qui nous a mis en contact avec tous ces scientifiques. On avait un casting idéal. Eh bien le casting idéal est réuni pendant cette semaine-là, une dizaine de conférenciers, de conférences, 4 spectacles avec une dizaine de représentations, là aussi liés plus ou moins, parce qu'on a voulu grosso modo contextualiser le geste artistique par la présence des scientifiques. Donc on oppose l'objectivité ou la pseudo-objectivité de la science à la subjectivité artistique, ce qui me semble très intéressant. Et puis il va y avoir une partie cinématographique. Roland est un grand cinéphile. Oui. On va avoir un partenariat avec... Spécialiste de science-fiction, notamment. Et on va avoir un partenariat avec l'UGC, qui est juste à côté du théâtre, et que je remercie également. Et on se rend compte, dès qu'on parle de cinéma, que finalement le cinéma s'est intéressé bien plus tôt que le spectacle vivant aux questions scientifiques. On va dire dès le départ. Voilà. Donc on va marcher sur ces trois... C'est plus simple pour le cinéma, je ne sais pas, mais non. C'est plus naturel. Le cinéma, ils veulent mettre une image en mouvement. Ils veulent créer du temps dans une image qui serait d'habitude une photographie qui est statique. Et donc la succession des images donne l'illusion du passage du temps et du mouvement. Le temps, une première compréhension du passage du temps, c'est le mouvement. Et donc eux, ils ont tout de suite le problème on veut recréer le mouvement apparent, alors que ce ne sont qu'une succession d'images. Comment on fait? Donc la question du temps au cinéma est absolument fondamentale et fondatrice même du cinéma. Alors on va regarder, je crois, deux extraits de spectacles qu'on pourrait voir, puis vous pouvez peut-être les commenter. Oui, je vais les commenter. Donc c'est une recréation, mais en fait c'est une création de la face cachée de la Lune, Dark Side of the Moon des Pink Floyd, album qui a été enregistré avec des bidouilles et des instruments qui étaient
quasiment impossible de jouer en live. Et les Pink Floyd ne les ont jamais, d'ailleurs, joués en live. Et là, le travail qu'a fait Thierry Ballas avec la compagnie Inouï, c'est d'abord un travail de recherche sur l'instrumentarium qui avait été utilisé par les Pink Floyd en studio, et puis la recréation en live de l'album studio qui n'a jamais été joué tel quel en live. C'est fascinant, totalement. Avec bien entendu le célèbre Monet, le tube de cet album. Qu'on entend un tout petit peu. Et le deuxième extrait que vous pouvez commenter, peut-être ? Oui, ça c'est le bien nommé Tenir le temps du chorégraphe Rachid Ouramdan. Ça me fait dire que dans un spectacle on y voit ce que l'on veut y voir. Je ne suis pas sûr que Rachid Ouramdan se soit nourri de tout ce qui concerne la théorie de la relativité ou de l'histoire du temps. Mais c'est ça la création, en tout cas, ce que je voyais dans ce spectacle, je ne sais pas si mes voisins dans la salle voyaient la même chose, c'était une sorte de figuration de cet univers en expansion, de ces choses qui tournent, qui s'étendent, qui se distendent. Voilà, c'est un moment de rêve qui me plaît beaucoup et qui, j'espère, plaira beaucoup au public aussi. Au public. Donc c'est ça. Il y a la partie artistique, voilà, qui traite aussi de cette question du temps. Vous y êtes sensible, par exemple, à ce que font les artistes sur ce thème ? Moi, je ne connais pas les spectacles. Non, je ne les ai pas encore vus, mais j'aurai le plaisir de découvrir pendant les rencontres. Mais moi, je suis sensible effectivement à l'usage, des supports de l'imaginaire, des supports artistiques pour parler de sciences et pour pratiquer les sciences. C'est-à-dire que les sciences, on peut les pratiquer au quotidien comme un chercheur ou comme un étudiant scientifique, qu'il soit en lycée, quand ça commence à être un peu sérieux, ou à l'université ensuite. Ou alors, on peut aussi, comme je le fais bien volontiers quand je fais mes conférences, utiliser ces supports de l'imaginaire, les films de science-fiction par exemple, mais aussi la bande dessinée, éventuellement certaines œuvres d'art, pour parler de science et montrer que, comme disait Lionel, on n'y voit que ce que vont bien y voir, mais parfois les artistes, parfois les réalisateurs de films, les auteurs de science-fiction s'inspirent de la science, vont vraiment piocher dans la science. Peut-être que parfois la science, ça rejoint la science-fiction. J'aimerais bien en parler une fois avec vous. Merci en tout cas à tous les deux. Alors je rappelle que ce sont donc les rencontres In-Cité du 18 au 26 mars, principalement au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi à l'UGC, avec des projections de films. Merci beaucoup Lionel Massetta, merci beaucoup Roland Lehoucq. Merci à vous.